Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre, vous le savez, comme souvent avec vos prévisions météo. Et dans l'ensemble, c'est un début de semaine assez chargé qui s'annonce. Certes, des températures plutôt douces et plus élevées que les normales de saison, avec notamment 16 degrés ce lundi après-midi. Mais des pluies pour ces 3 prochaines journées, lundi, mardi et mercredi. Une légère amélioration quand même, mardi et mercredi, peut-être le retour du soleil. Cela reste à confirmer, on en reparlera bien évidemment. L'actualité à la une, c'est aussi et surtout cette grève perlée à la SNCF après 2 premières journées d'action sociale cette semaine, mardi et mercredi. Rebelote ce dimanche et ce lundi, la circulation des trains sera de nouveau perturbée dans la région. Pour tout savoir de l'état du trafic en temps réel, les infos sont à retrouver sur Internet, sur l'application SNCF ou le site web ter.sncf.com. Du point de vue des usagers, les associations de voyageurs s'organisent depuis le début de cette grève. Ils demandent déjà à la SNCF, voire même à la région commanditaire des TER, d'indemniser les usagers lésés par ces journées de grève. Explication avec Gilles Laurent, le vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Selon lui, qui devrait en théorie payer, la SNCF ou la région, ces indemnités? Écoutez ses explications. Alors c'est un peu compliqué parce que la SNCF en matière de TER considère que son client c'est la région. Et uniquement la région. C'est-à-dire que l'usager, lui, c'est un sous-client. Voilà. Donc il prend le train, mais on ne lui doit rien. C'est la région. Alors la SNCF paye une indemnité à la région parce qu'elle n'a pas assuré son service. Et derrière, la région, c'est le cas pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ça se passait comme ça en tout cas, reverse une partie de cette indemnité aux usagers. Mais ça représente une somme pas énorme, c'est 15, 20, 30 euros par an. Elle la reverse cette somme si elle le souhaite, elle n'en est pas obligée. Elle n'est pas obligée, il y a des régions qui ne le font pas. Oui, c'était l'habitude en Nord-Pas-de-Calais, voilà. Mardi matin, le GMCT du Nord, groupement motocycliste de contrôle des transports, s'est déployé pour procéder au contrôle des poids lourds dans un secteur très fréquenté par les transporteurs routiers. Le but étant d'abord de vérifier les cargaisons, notamment la présence éventuelle de migrants, mais aussi les temps de travail, de conduite et de repos. Désormais, les gendarmes français peuvent en effet directement verbaliser les chauffeurs étrangers en cas d'infraction. 764 PV et près de 110 000 € d'amende ont ainsi été dressés l'an dernier. En cas de refus, le véhicule en question peut être immobilisé. Explication complémentaire sur place au micro d'Idil Gunay. C'est beaucoup plus précis qu'avant, puisque justement, avec le chronotachygraphe numérique, c'est à la minute près. Donc vous vous rendez compte, une journée de 24 heures, lui, le numérique, détaille l'activité du chauffeur à la minute près. Donc il est clair qu'un chauffeur maintenant, pour tricher, ça devient de plus en plus compliqué. Mais nous relevons des fraudes, puisque justement ce chrono est précis, il est riche et intéressant de commettre des fraudes, par exemple en mettant un aimant et fausser les données de l'appareil. Mais nous pouvons aussi le constater, le relever, et là on rentre dans un cadre délictuel et les amendes peuvent monter jusqu'à 4 200 €. La semaine dernière, la Fondation Abbé Pierre a publié, comme chaque année, son rapport concernant l'état du mal-logement en France pour montrer clairement à quoi ressemble aujourd'hui un appartement insalubre. La Fondation a imaginé cette reconstitution d'un taudis dans un bus. L'espace est mal éclairé, mal ventilé. La tapisserie se décolle à cause de l'humidité. Il y a de la crasse partout et l'électricité est dangereuse. Selon la Fondation, il y aurait plusieurs dizaines de milliers de logements insalubres dans la région. Ce bus va donc sillonner les communes de l'agglomération lilloise et de la région dans les prochains jours. Explication sur place avec l'une des responsables de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France au micro de Vincent Vieillard. Le volume habitable, donc ça tient à la dimension mais aussi à la hauteur. On a une électricité qui n'est pas aux normes. On a des problèmes d'eau chaude, donc pas accès à un chauffage central ou à de l'eau chaude sanitaire. Il n'y a pas de WC à l'intérieur. Comme il n'y a pas de ventilation, on voit sur le plafond ou sur les murs la peinture qui se craquelle. Ça amène de la condensation, de l'humidité et donc quelque part ça donne un effet sale au logement. Là on est dans un cas extrême où on peut vraiment considérer qu'on est sur un local impropre à l'habitation parce qu'il est trop petit, la fenêtre ne s'ouvre pas. Mais effectivement c'est encore en milliers que se chiffre le nombre de logements comme ça dans notre territoire. Et globalement dans la région Hauts-de-France on a 3 fois plus de risques que dans le reste du pays d'être dans un logement qui est privé de confort.
Récemment, l'association UFC Que Choisir a publié une enquête concernant les pharmacies en évoquant notamment le risque de surdosage de certains médicaments, notamment du paracétamol. Selon le magazine, un pharmacien sur 4 recommanderait des doses nocives de ce médicament, souvent prescrit lors de fièvre ou de douleurs modérées. Cette enquête a évidemment fait réagir l'ordre des pharmaciens et notre journaliste Idil Younaï nous en dit plus. Suite à l'enquête du UFC Que Choisir, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a réagi et a contesté les doses de paracétamol utilisées pour juger de la qualité du conseil. Du coup, l'association UFC Que Choisir précise qu'elle s'est appuyée sur la notice du Doliprane 1000 qui recommande de ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. C'est pourquoi l'association a jugé, je cite, dangereux les conseils menant à la prise quotidienne de plus de 4 grammes. Autre réaction suite à cette enquête, celle de l'ordre des pharmaciens cette fois, qui a jugé sur RTL inacceptable le fait que les pharmaciens ne mettent pas en garde contre les risques de surdosage. Par conséquent, l'ordre des pharmaciens espère aboutir rapidement à une certification des officines. Le processus est d'ailleurs en cours de réflexion. Cette certification permettrait d'assurer une norme ISO sur la qualité du conseil dispensé par le pharmacien. Dans ce journal, dans cette édition, intéressons-nous également au travail des étudiants de l'IUT GE2I à Calais. Depuis plus de 10 ans, ils récupèrent des ordinateurs en fin de vie, les réparent puis les distribuent gratuitement à des associations ou des écoles. Dernièrement, la mairie de Calais s'est séparée de 200 ordinateurs afin de renouveler son parc et elle s'est adressée directement à cette association Récup PC. Une pièce ou deux à changer, le logiciel à réinstaller. En moyenne, il leur faut 3 ordinateurs pour en refaire un neuf au goût du jour. Leur prochain projet, c'est d'envoyer plusieurs ordinateurs pour le Bénin à la fin du mois. Explication au micro de Louis Caillé. La première chose qu'on va faire lorsqu'on récupère un PC, c'est d'abord de l'ouvrir et on va surtout le nettoyer. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de poussières qui sont présentes dans les PC. Donc suite à cette première étape, on va tout simplement regarder si on a des matériels manquants, donc des composants comme de la RAM. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ici, on a le composant de la RAM. Donc on peut en rajouter ou en retirer, ça dépend des PC, ça dépend à qui on va les donner. Et après, une fois que ça se sera terminé, une fois que la partie matérielle sera terminée, on va faire tout simplement une réinstallation de tous les logiciels nécessaires. Et puis dans cette édition également, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de la A, à Arques, fête ses 20 ans le week-end prochain. Depuis 1998, des vieux trains sont ainsi réhabilités, remis sur les rails. Un festival vapeur est donc organisé dans une semaine pour mettre en lumière ce patrimoine ferroviaire unique. Un reportage sur place, signé Alexis Tessier. Bienvenue à bord du Picasso. Dans ce train des années 50, tout est d'époque. Des toilettes jusqu'au tableau électrique en passant par le poste de pilotage. Aux commandes, Jean-Marc. Voilà, ça c'est le frein à main. Il conduit ce train sur un parcours touristique long de 15 km. Qui se conduit comme un vieux camion, je dirais, il y a une pédale de débrayage, il y a un grand levier de vitesse, on passe les vitesses, il y a 4 vitesses, c'est un autorail qui pouvait rouler à l'époque jusqu'à 120 km/h, sachant que sur notre ligne dans la vallée de la A, on est limité à 40 km/h. L'objectif pour notre association, c'est de pouvoir faire rouler dans la vallée du matériel qu'on a sauvegardé, qu'on a réussi à réhabiliter et pouvoir accueillir le plus grand nombre de touristes possible, bien sûr, et faire prendre conscience que ces trains anciens ont un certain charme, il peut y avoir une nostalgie, et qu'on roule tranquillement dans la vallée à 30 à l'heure. On découvre cette vallée de là qui est bien sympathique dans du matériel ancien. Créée il y a plus de 20 ans, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de la A compte une vingtaine de véhicules, voitures de voyageurs, locomotives, autorails. Les plus vieilles datent de 1932. Elles viennent de France entière. Et la perle de l'association se trouve à l'intérieur, une locomotive de 1943, achetée il y a une vingtaine d'années au chemin de fer polonais. C'est la seule locomotive de ce type à rouler en France. Elle représente tout le patrimoine ferroviaire et tout ce qui tourne à côté, la conduite. Donc des personnes qui savent la faire chauffer, la mettre à température, la conduire. Bien au départ, c'est un ancien vaporiste qui travaillait à la SNCF
sur les trains qui reliaient Calais à Paris, en passant par Amiens, et qui nous a conseillé pour l'achat de la locomotive et qui nous a appris à conduire cette locomotive. Et pour la faire rouler, il faut au moins 2 personnes, des tonnes de charbon et 8000 litres d'eau. L'association organise des circulations tous les week-ends entre mai et octobre. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.